Échanger avec notre invité aujourd'hui, le professeur David Kayak, oncologue et fondateur de l'Institut national du cancer, puisque c'est la journée mondiale de la santé et nous parlons du cancer qui est la première cause de mortalité. Comment l'éviter justement, Christine? Oh, évidemment, c'est la question qu'on a envie de se poser, professeur David Kayak. J'avais envie de réagir à Gabriel Farid qui nous a appelé il y a quelques instants, qui a un cancer de la prostate. On lui donnait peu de temps à vivre, on lui disait que c'était fini et finalement ça fait 3 ans et demi qu'il est là. Non, mais le problème c'est que... On ne meurt pas du cancer. Moi je vois énormément... On ne meurt plus, enfin pardon. Vous avez dit 165 000 personnes qui meurent chaque année. On ne meurt plus systématiquement, je complète ma phrase. On ne meurt plus systématiquement du cancer. Systématiquement non. Et puis regardez, on était en 250 000 nouveaux cas de cancer en l'an 2000. Aujourd'hui on est à 433 000 et il n'y a toujours que 150 000 morts. C'est-à-dire qu'en fait le nombre double, mais le nombre de morts reste le même. Ce qui veut dire qu'en fait, que proportionnellement, on guérit de plus en plus. La problématique, alors, pour le patient qui a parlé tout à l'heure, j'ai le secret médical, donc je ne vais pas raconter ma consultation avec lui, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on est bien soigné, le cancer, notamment de la prostate, parce qu'on a tellement de nouveaux médicaments dans le cancer de la prostate, de nouveaux traitements, que franchement, quand on est bien soigné, on va vivre des années, des dizaines d'années. Donc ça n'est plus la maladie extrêmement mortelle que j'ai connue moi quand j'étais jeune cancérologue. Mais c'est vrai aussi pour beaucoup de cancers. Et c'est ça le problème de demain. C'est qu'en même temps, on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces, qui font qu'on ne meurt moins et moins rapidement, mais que ces traitements, bien sûr, comme ils sont nouveaux, ils coûtent très cher, et que comme on va survivre avec ces traitements pendant très longtemps, il y a un problème économique qui va se poser. Vous avez plus de gens qui consomment des médicaments plus chers pendant encore plus longtemps qu'avant. Alors, je ne suis pas économiste, mais juste quand je suis arrivé sur le plateau, vous avez évoqué les déficits et les machins. Ce n'est pas mon domaine du tout. Mais clairement, il n'y a pas besoin d'être un génie des mathématiques pour s'apercevoir que ça pose un problème. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, on ne parle pas de tout ça, du coût pour la société du cancer. On aura Jean-Michel qui nous appelle dans un instant. Par exemple, le Tagrisso, qui est un médicament pour le cancer du poumon. 6 000 € la boîte. Oui, 6 000 € la boîte. Je vais vous dire, il y a un traitement qui s'appelle les Carticel, qui est absolument extraordinaire dans certaines leucémies, même en 5e ligne, c'est-à-dire après échec de 4-5 traitements, 400 000 € par traitement. 400 000 € par traitement. L'immunothérapie dans les cancers du poumon, etc., on est sur la base de 60-70 000 € par an. Or, ça aurait pu ne pas être grave économiquement si les patients, malheureusement pour eux, mourraient en 3 mois. Alors, professeur David Kayak, ces traitements sont tellement efficaces qu'ils vivent longtemps. On a parlé du coût pour la société, on va parler de comment faire pour l'éviter, ces 40%. Je vous donne la parole dans un instant. Jean-Michel, vous nous appelez de Rhône-Alpes et vous êtes médecin. Et dans les hôpitaux, vous dites carrément, écoutez bien, vous dites que c'est un carnage. C'est-à-dire ? En fait, actuellement, le système et les progrès qui sont faits en termes de soins résident effectivement sur les nouvelles molécules dont parlait votre invité, mais il y a aussi la résilience des soignants. Vous aviez un soignant tout à l'heure qui acceptait sans broncher de passer à 600 à 900 € de frais pour venir travailler, mais aujourd'hui, l'organisation hospitalière, après 10 ans de Macronie, c'est un carnage, c'est un carnage. Le ratio soignant-administratif, est-ce que vous le connaissez aujourd'hui dans le pays ? On ne le connaît pas en France. Il est transparent dans d'autres pays. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de petits hommes gris partout. Ça ferait plaisir à Pascal Praud. Mais la réalité, c'est que ces marges financières qui sont nécessaires pour les nouveaux traitements, il faut les mettre à disposition des soins en France. On ne peut pas laisser tenir le système sur des soignants mal payés, qui sont suradministrés, surencadrés, et qui sont de moins en moins nombreux, mal payés, en laissant des milliards d'euros partir à U et à Dia, à l'étranger, des retraites chez des plus de 120 ans qui sont payés hors Union européenne. C'est tous ces problèmes globaux qu'il faut prendre en charge pour arriver à financer les molécules innovantes, les traitements onéreux et aussi les soignants qui sont toujours présents. Mais aujourd'hui, le ratio que nous avons dans les hôpitaux publics, il est pharaonique. Il y a des petits hommes gris partout. Merci beaucoup Jean-Michel pour votre témoignage sur ce coup de gueule, sur ce ratio, ce coup de gueule aussi sur ces soignants qui sont mal payés. Bonjour Véronique, vous nous appelez de la Sarthe. Professeur, je vous donne la parole dans un instant. Bonjour Véronique, vous parlez de prévention, mais vous voulez pousser un petit coup de gueule à propos de la prévention. Avant de faire votre mammographie, vous dites que vous avez dû attendre 14 mois. C'est une blague ?
Non. Bonjour. Bonjour Madame Véronique. Kelly, bonjour. Bonjour ma belle. À votre invité. J'ai 60 ans. J'ai ma mère, ma sœur, ma tante, ma grand-mère. J'ai une nièce qui est morte d'un cancer. Tout le monde est mort d'un cancer chez moi. Oula. Et quand je suis allée voir la gynécologue, elle n'a rien vu. Je faisais une mammographie régulièrement tous les 2 ans. Donc j'étais dans un climat serein. Mhm. Et j'ai été prendre mon rendez-vous pour après mes 2 années passées. Mhm. Pas de place. Je leur ai proposé de me déplacer dans tout le département de la Sarthe. Aucune place. J'ai Incroyable. attendu 14 mois pour avoir une place en appelant constamment pour relancer. En appelant constamment en plus. Oui. Pour relancer, j'ai pour appelé- trouver une place. Oui, en leur disant est-ce que quelqu'un c'est bon. Et quand je suis arrivée, bien sûr, le radiologue a fait des bons. C'est énorme, c'est gros. Il n'a même pas fait de mammographie. Sur le coup, il l'a su tout de suite. Et je n'ai pas eu le temps de réaliser qu'on me racontait qu'il prenait déjà les rendez-vous avec le chirurgien, le PET scan. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire, Véronique, que vous avez un cancer. J'ai un cancer depuis 2 ans, un stade 3. Incroyable. Oui. Incroyable. Non, je dis incroyable parce que vous avez dû vous mobiliser, vous battre pour obtenir un rendez-vous, 14 mois d'attente, pour 14 découvrir que mois. vous aviez un cancer. On a découvert au bout de 14 mois d'attente que j'avais un cancer qui était en stade 3. On a eu un problème parce que Triste ils ont France. trouvé d'autres zones Métastases. atteintes. Oui. Donc on a perdu en fait tout ça. Ça m'a pris 3 mois avant d'être opérée. J'ai été opérée, ils m'ont enlevé toute la chaîne ganglionnaire au niveau du bras. Parce que la tumeur avait quitté le foyer. Donc j'ai été opérée, mais j'ai fait une infection nosocomiale. Je suis allée 4 fois aux urgences avant qu'on me prenne au sérieux et qu'on me fasse une analyse et on se rend compte que j'avais une grave inflammation et tout a explosé. J'avais une jolie petite cicatrice. Je me suis retrouvée avec toutes les chairs nécrosées, très abîmées, très douloureux. Incroyable. Merci pour votre témoignage. Il ne nous reste que 2 minutes pour terminer l'émission, ma chère Véronique. Donc, je vous envoie toute mon énergie. Prévention, oui, mais donner les moyens. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Véronique qui nous appelle depuis la Sarthe. 14 mois d'attente. Professeur Khayat, 2 questions pour les 2 minutes qui restent. La première question, pourquoi cette attente alors qu'on est quand même dans le pays de la santé? Et deuxième question, est-ce que effectivement et comment on peut réduire ces 40% de chances pour éviter le cancer? Alors, d'abord, pour réagir aussi à l'auditeur, c'est vrai Bien que le sûr. système hospitalier se dégrade. Les soignants sont sont mal épuisés, payés. ils sont relativement mal payés, ils sont mal reconnus. C'est fini l'époque où on applaudissait à 18h pour leur courage. Et aujourd'hui, les hôpitaux vont mal. Je l'ai vu se dégrader, puisque moi, j'ai été, chance ou pas chance, chef de service pendant plus de 30 ans. Tout à fait. 30 ans, donc j'ai vu les choses en 30 ans évoluer. Hein. Et c'est vraiment... Deuxièmement, c'est un petit peu la même chose dans le secteur privé, c'est-à-dire la deuxième auditrice avec son cancer. Il y a des déserts médicaux, il y a des endroits où, malheureusement, on n'a pas accès à des soins de qualité dans des délais satisfaisants. Néanmoins, là, cette personne, d'ailleurs, vous avez été surprise quand vous avez compris qu'elle avait eu un cancer, parce qu'au départ, elle a parlé d'un dépistage de la mammo tous les 2 ans. Donc là, il y a quand même probablement un petit dysfonctionnement dans la filière. C'était sans doute à sa gynécologue qui a senti quelque chose d'accélérer le phénomène. Et je vois mal un médecin spécialiste appelant un radiologue et se voyant refuser un rendez-vous pour une suspicion de cancer en France. Ça me semble, surtout qu'il y a un aspect médico-légal, bien évidemment, de refuser un rendez-vous alors que le gynéco dit il y a une suspicion. Donc ça, c'est un petit peu... Alors maintenant, les 40% pour finir, bien sûr, c'est vrai, c'est même plus que 40%. Ah oui, c'est quoi? On peut estimer que probablement 60%. On peut éviter 60% des cancers. Probablement. Ces cancers-là sont dus à notre mode de vie, mais malheureusement, ce mode de vie se dégrade. Les cancers, c'est 30% le tabac. Or, on a toujours 1 milliard de fumeurs dans le monde. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a toujours 1 milliard de fumeurs dans le monde. Deuxièmement, c'est bien évidemment les hormones, mais ça, on ne peut pas faire grand-chose, hein, puisque
On est des hommes, on est des femmes, on a des hormones mâles, les hormones femelles. Les hormones femelles provoquent le cancer du sein. On va quand même pas castrer les jeunes filles. Et les hormones mâles provoquent le cancer de la prostate, les 2 grands cancers, 60 000 nouveaux cas chaque année, ça on peut pas. Alors le reste, c'est l'alimentation. Et là, on revient au pancréas et au cancer du côlon chez les moins de 40 ans. L'usage des aliments ultra transformés. Moi, j'ai connu les aliments, ma génération, on a connu les aliments ultra transformés à la fac. Mais tant qu'on était au lycée, etc., on mangeait à peu près des choses normales. Aujourd'hui, moi, j'étais à l'aéroport l'autre jour, je voyais une Américaine, elle avait un bébé de même pas 1 an, il ne marchait pas. Il était sur une chaise bébé, elle lui a donné un paquet de chips et le gamin prenait les chips. Donc ça, c'est ça qui explique pourquoi il y a autant de cancers du côlon chez les gens jeunes, au point qu'on va abaisser l'âge de début du dépistage du côlon, qui normalement est à 49 ans. Et déjà aux États-Unis, ils sont en train de l'abaisser à 40 ans, et probablement nous aussi on va suivre. Donc voilà, le mode de vie, c'est la pollution, c'est le soleil, c'est... Et oui, alimentation, état d'esprit aussi. Restons positifs. Restons positifs. Excellente journée sur Europe 1.